Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, entrepreneur depuis plus de 10 ans, fondateur d'Epopia. Et aujourd'hui, je viens vers vous avec des nouvelles. Si vous avez suivi un peu mes aventures de vidéo en vidéo, Epopia est rentré en liquidation judiciaire en janvier de cette année. Alors effectivement, c'est beaucoup d'impact, c'est très lourd à porter, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit que quand même, j'allais essayer de prendre le temps en fait, de vous refaire l'historique. D'où est sorti le concept, comment il a réussi à prendre vie, comment il s'est développé, jusqu'à comment est-ce qu'il a périclité puis décédé. Et pourquoi et comment ça se gère. Voilà, on va un peu essayer de faire le tour de tout ça et de vous expliquer un peu ce qu'on peut en apprendre, notamment pour vos propres projets et pour vos propres parcours à vous d'entreprise. Je vais essayer de faire quand même court et de ne pas vous la faire dans tous les sens, mais c'est parti pour Epopia de la naissance jusqu'à son extinction, le parcours d'un entrepreneur pour survivre dans la jungle des startups. Alors Epopia, pour la petite histoire, moi j'ai eu l'idée, j'étais encore salarié en entreprise. J'avais d'abord une mère de famille qui, à la machine à café, me raconte l'histoire de son enfant qui fait des crises de terreur nocturnes et qui se réveille en pleurs. Et je me demande comment est-ce qu'on peut le rassurer. Tiens, et si il y avait un magicien qui lui écrivait une lettre et que comme ça, quand il se réveille, il pourrait se dire non, c'est bon, je suis protégé par la magie et tout va bien. En y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est encore mieux si il pouvait y répondre et s'il y avait un dialogue et si ça faisait une aventure. Et comme j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans ma jeunesse, que j'ai fait aussi de l'animation, j'étais animateur jeunesse, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai concept, il y avait un truc à faire avec ça. C'est un peu en fait le truc que j'aurais trop rêvé à voir enfant. Et donc c'est un peu comme ça qu'est née à la base l'idée d'Epopia, donc les aventures par courrier pour faire lire et écrire les enfants. Ça, c'est eu l'idée en 2010, je crois. Et puis j'ai commencé à y réfléchir, à travailler dessus dans mon coin, à faire des plans sur la comète, à essayer de coder des petits bouts de trucs pour faire fonctionner ce système-là, à en parler avec des profs. Et puis en fait, je me suis fait un peu dépasser par la situation, c'était trop compliqué, j'avais pas bien saisi quelles étaient les demandes, j'étais trop loin du compte, j'ai enterré en fait ce sujet. Et puis Epopia est mort dès sa naissance. Et puis, un an plus tard, quelqu'un me dit « Tiens, il y a un événement trop bien, c'est un Startup Weekend, tu peux pitcher ton idée, il y a des gens qui t'aident à le développer. » Je me dis « Tiens, mais ça tombe bien, j'avais un super projet, je suis trop triste de l'avoir laissé de côté, alors qu'en vrai, c'est quand même un truc trop cool. » Et donc, je suis allé à un Startup Weekend pour pitcher Epopia, qui à l'époque s'appelait encore le projet Rêvolette. Et donc, je suis allé en parler devant un amphi plein de gens. Et puis après, les gens ont dit « Mais ce projet est trop cool. » À cette occasion, j'ai rencontré un premier cofondateur, Geoffroy, qui deviendra ensuite CTO de l'entreprise, donc directeur technique. Et puis, on passe du coup le week-end à se faire challenger dans tous les sens et on se rend bien compte que tout le monde, ceux qui passent, disent « Mais en fait, il y a un super concept, moi je le veux pour mes enfants. En fait, il faut la faire cette boîte. » Donc on se dit « Ok. » En fait, il faut la faire, cette boîte. Donc, on se dit, ok, on va faire cette boîte. Donc, je commence à un peu chercher à travers le réseau et à rencontrer un illustrateur, un écrivain, un graphiste. Donc ça, c'est Corentin, Pierre et Baptiste, qui vont devenir aussi cofondateurs de l'entreprise. Et à nous 5, avec Geoffroy, qu'on a déjà rencontré avant, on va créer la boîte. Mais alors d'abord, on va, sur notre temps libre, bosser, essayer de créer une espèce de maquette du projet, une espèce de V1, un MVP, comme on dit, minimum viable product. Et on va faire ça sur notre temps libre, donc c'est pas très efficace. Quand même, on avance, et puis à un moment, je décide même, en fait, de sauter le pas et de lâcher mon taf. Moi, j'étais informaticien. Je me dis, j'arrête, je me mets à temps plein sur ce projet-là. Et en faisant ça, du coup, il y a la petite horloge du temps qui commence à tinglinguer, parce qu'à un moment, il va falloir quand même qu'il y ait du salaire qui sorte, donc il va falloir qu'on rentre de l'argent. Donc, il faut vraiment que ça accélère. On a aussi été passé par des incubateurs, Semia, Innov Campus. Et puis, on a fait un crowdfunding. On a vu qu'il y avait des gens qui trouvaient ça trop cool, c'était cool, donc ok, crowdfunding, ça c'était bien. Puis on se dit ok, maintenant il faut qu'on le lance, on va le tester d'abord une première fois en public. On est allé dans un événement startup et puis on a pitché tous les parents qui passaient et on leur a fait tester la procédure d'inscription, on leur a pitché, on leur a fait imprimer en direct leur premier courrier et on a vu comment ça se passait et on a eu plein de problèmes, naturellement. Mais on se dit quand même qu'on tient un truc qui est quand même pas trop mal et qui a vraiment un avenir. Et du coup, tourner aussi de
financement, aller voir une banque, aller voir France Active, aller voir un peu la BPI, et donc on arrive à monter, enfin j'arrive à monter un plan de financement et à sortir, et donc on crée en 2014, donc tout ça, ça a quand même pris 1 an et demi, 2 ans, on crée enfin la société qui s'appellera Créalettre, on crée des lettres, ça servait à rien d'avoir un autre nom en fait, mais bon, c'est pas grave, et ça c'est été 2014, et c'est parti, à partir de là, bah, on arrive à mettre pour la rentrée un site en ligne avec des moyens de paiement, et on est parti pour vendre, et à partir de là, et bah, la vraie aventure commence, parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait avant, toutes ces années, ça servait à rien. C'est qu'à partir du moment où on est en ligne, où les gens veulent acheter, que vraiment l'aventure commence, parce que là, c'est le grand vide. Vous vous jetez dans l'arène, et il ne se passe rien, personne ne vous attend, tout le monde s'en moque, et vous pouvez attendre, et maintenant, il faut aller chercher les clients un à un, et les clients, bah, on est allé les chercher un à un, on a envoyé des emails, on a invité plein de blogueurs à tester notre service, on a fait des événements, on est allé partout pitcher, on a fait des tracts, on a fait plein de trucs, tout ce qu'on pouvait pour aller chercher les clients un à un. On connaissait chacun de nos premiers clients. Et ça, c'est septembre, octobre, novembre 2014. On arrive à cumuler une centaine de clients. Et à force de faire ça, on commence à avoir plein de retours sur Internet. On commence à avoir des gens qui l'ont testé, des gens qui témoignent. On commence à avoir des premiers retours presse. Et ça, c'est vraiment cool. Notamment, on passe dans My Little Paris, la newsletter des Parisiennes branchée. Et du coup, bah, on se fait 300 ventes au mois de décembre à Noël. Pof, on est déjà à 400 abonnés et on est trop content. Et en même temps, 400 abonnés, ça paye pas un salaire du tout, parce que ce qu'on fait, c'est quand même cher, hein. On envoie des choses, il y a des frais postaux, il y a du matériel, il y a beaucoup de travail d'équipe derrière. Donc en fait, c'est encore, c'est pas ça, mais c'est un bon début, en tout cas assez un bon début pour qu'on se dise, ok, on tient quelque chose, on fait déjà du CA, ce qui est pas mal, hein, du chiffre d'affaires. La plupart des startups, elles font pas de CA pendant longtemps. Nous, on a lancé et on a fait du CA très vite. Donc on se dit que vraiment, il y a un marché à qui ça plaît. Maintenant, il fallait avoir trouvé qui il est et comment on peut l'adresser massivement. Petite erreur, mais bon, il faut bien faire des erreurs, hein. Si je vous fais tellement de vidéos sur ce qui est des erreurs à pas faire, c'est parce que j'en ai fait plein. Assez vite, on a commencé à constituer une équipe alors qu'on faisait pas assez de CA. On recrute notamment pour écrire, pour gérer les courriers, on recrute à la com, c'est-à-dire qu'il y a une charge salariale et qu'il va falloir vraiment trouver du CA très vite, parce que ces gens-là, il va falloir les payer. Ils sont salariés, tu n'as pas le droit de ne pas les payer. Il faut qu'ils aient leur chèque à la fin de chaque mois. Donc, du coup, on va courir après l'argent, après les clients, parce que c'est quand même ça à la fin. Le sang de l'entreprise, c'est l'argent. Donc voilà, on se lance dans un plan de développement de folie pour aller attirer un max de monde. On va développer une nouvelle histoire. La première, c'était les enfants devenir rois d'un royaume. La deuxième, ils vont diriger une grande réserve naturelle avec plein d'animaux, parce que les enfants adorent les animaux. On va refaire un nouveau site encore mieux. On va revoir toute notre charte graphique. On est accompagné par une grande agence de com parisienne grâce à un concours qu'on a gagné, meilleur entrepreneur, tout ça. Et du coup, cette agence va nous faire un nouveau logo, un design de site, et donc on va intégrer tout ça. On va aussi faire plein de salons, en se disant qu'en allant parler aux gens, en vrai, on pourrait les convaincre de nous rejoindre. On s'est dit, tiens, on va aussi en parler aux écoles, parce que les écoles peuvent en parler aux familles. Alors on a envoyé plein de kits vers plein d'écoles avec des affiches, des tests gratuits, des échantillons, des lettres très sympas, plein de choses, des cadeaux. On a fait beaucoup de choses pour réussir vraiment à aller chercher les clients un à un. Et pendant un an de travail assez acharné, on a sorti 1000 clients supplémentaires. 1000 clients, ça veut dire moins de 100 clients par mois, hein. Il n'empêche qu'on les connaissait tous, un à un. De toute façon, je tenais le fichier des clients à la main dans un Excel, donc je connais chaque nom, chaque prénom et chaque date de naissance. Oui, je les ai oubliés depuis, vous inquiétez pas. Les RGPD n'existaient pas à l'époque. Et voilà, et de rien, 1000 clients, c'est bien, mais c'est pas suffisant du tout. Ça nous fait pas du tout vivre une entreprise, surtout avec des salariés. On sent bien qu'en fait, on va pas aller très loin, quoi. C'est bien, les gens aiment, malgré tout ce qu'on a fait. On a fait un gros boom à la rentrée en septembre. Effectivement, tout ça n'a rien porté. Le nouveau site, la nouvelle histoire, l'opération école, rien du tout, enfin pas grand chose. Du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà fait un crowdfunding, mais aux États-Unis, quand ils font un crowdfunding, ils lèvent pas 10 000, ils lèvent pas 15 000, ils lèvent 100 000, 1 million, 3 millions, parfois avec des projets un peu foufou. On se dit, en fait, notre projet, il est foufou, on met tout ça en anglais et on va faire un crowdfunding aux États-Unis et on va aller sur Kickstarter, on va faire tout ça en anglais et c'est parti. Et du coup, le reste d'énergie et d'argent qu'on avait, on l'a passé à à chercher une agence de communication internationale, à faire une vidéo professionnelle pour la campagne, à animer une campagne crowdfunding
crowdfunding à l'international. Ça a été un taf de folie, ça a été fait très rapidement. Ça a été un énorme bide. Ça a été un énorme bide, mais c'est pas grave parce qu'il n'empêche que comme on faisait du crowdfunding, qu'on avait de la visibilité, on a eu de la presse qui est venue vers nous. On a notamment eu l'agence France Presse qui depuis un an déjà avait notre dossier sur leur table en disant « Ah, j'aimerais bien faire un papier là-dessus, c'est vraiment innovant ce qu'ils font », qui a dit « Ah bah tiens, c'est l'occasion, on va faire un papier, on va faire même une vidéo, on va faire tout un dossier sur vous ». Donc on s'est dit trop cool. Et en fait, ils ont fait ça. Ça a sorti toute fin novembre, début décembre. Ça a fait un boom tout de suite. On a fait, je crois, 800 ventes dans le week-end. Et puis derrière, moi, un soir, là, je me dis, tiens, et si, comme la presse, il y a plein de presse qui reprennent les dépêches AFP, si nous, on refait des pubs en disant que la presse de chaque journal en a parlé, en visant les gens qui suivent ce journal. J'ai fait une campagne comme ça, j'ai lancé une vingtaine de campagnes au hasard, un peu au pifomètre un soir. Et en fait, il y en a une ou deux qui ont vraiment explosé et bam, on a commencé à vendre 1000, 2000, 3000, 4000 abonnements. Voilà, on a fini Noël avec des milliers d'abonnés. En janvier, on continue à en faire 3000 de plus. En février, on en fait encore 3000 de plus. En mars, on en fait encore 3000 de plus. Et là, on se dit, wow, c'est un peu la folie en fait, il se passe un truc. Ça veut dire quand même que vous avez une courbe qui explose complètement le plafond d'un coup. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas du tout armé pour faire ça. On avait les stocks de rien du tout. On pouvait en faire 1000, on pouvait en faire 2000, on pouvait se préparer à en faire 5000, on n'était sûrement pas prêt à en faire 12 000. Et c'est pourtant en 4 mois, on a fait 12 000, on était hors stock tout le temps. On imprimait tout ça sur une petite imprimante qu'on avait chez nous. Et en fait, elle explosait au bout de 10 000 copies. L'imprimante l'achète, donc le lendemain on a acheté une nouvelle imprimante. On a fini par commander un copieur et par louer un copieur, ce qui était un peu plus efficace. Et puis on a aussi surtout mis en place toute une structure logistique pour réussir à gérer ces problèmes-là, qui sont des problèmes de croissance, donc des problèmes de riches, mais quand même des problèmes. Parce que là, vous avez des clients derrière, il faut quand même les servir, vous avez un contrat. Et donc du coup, on a mis en place une structure logistique avec des gens qu'on avait déjà rencontrés en amont. On s'était préparé un peu psychologiquement à si un jour ça marche. Et donc on a travaillé avec un ESAT de l'association des paralysés de France. Nous, on est à Strasbourg, donc c'était ceux d'Ilkirch, les ESAT d'Ilkirch, EA et ESAT, et qui sont mis en fait à gérer toute la partie logistique, imprimé, mise sous pli, picking, affranchissement et envoi des courriers. Nous, on gérait tout le contenu, mais c'est eux qui faisaient la partie physique. Et ça, c'est très cool parce que du coup, tout s'est démultiplié très vite et on a pu, en quelques mois, remettre tout un peu en place et avoir quelque chose qui roulait. Et donc, ça a été très cool. Et puis du coup, grosse croissance. Alors en plus, début 2016, on se lançait aussi en se disant bon, ça a bien marché à Noël, on va aller lever des fonds parce que c'est le moment où il y a de l'attraction qu'il faut lever des fonds. Allons lever des fonds. Et puis en fait, février, mars, comme ça n'arrête pas de grimper. Les fonds, c'est relou. Bon, il y en a quand même un qui a fait une offre, mais on nous a dit il ne faut pas aller chez eux, donc on a décliné. Et puis en fait, les chiffres étaient tellement énormes qu'en fait, ce qu'on voulait lever, on l'avait déjà gagné en 2 mois. On s'est dit, en fait, pourquoi aller diluer l'entreprise alors que les clients, là on a déjà trop de croissance même. Donc on a arrêté la levée de fonds. On a juste continué à vivre sur l'argent des clients, qui est quand même la meilleure manière de vivre, inexorablement. Donc on a bootstrappé, on a continué à bootstrapper et ça c'était plutôt cool. Et par contre avec tout ça, comme on avait beaucoup de volume, on a beaucoup monté l'équipe. Je pouvais plus moi répondre à toutes les questions des clients par email, donc on a embauché quelqu'un pour faire de la relation client. On pouvait plus gérer toutes les réponses aux enfants vu qu'il fallait ouvrir chaque lettre qu'on recevait de chaque enfant, la lire, adapter la suite de l'histoire, tout ça, même si un logiciel qu'on a développé pour nous aider à le faire, il fallait quand même un peu de temps de cerveau, donc on a embauché du monde pour le faire avec nous. On a un logiciel donc derrière qui aide à faire ça, il fallait développer, c'était qu'une bêta, il fallait qu'on le fasse évoluer, donc on a embauché des informaticiens. On a commencé à préparer l'histoire d'après, une histoire de dinosaures, donc il fallait embaucher encore du monde pour ça aussi. Donc l'équipe elle a grossi, on était 4, 5, on est devenu 8, 9, 10. Donc période vraiment fast, vraiment cool, où on sent qu'on touche quelque chose et effectivement chaque mois on bat un record et on finit sur un Noël complètement explosif. Voilà, c'est la fête du slip, on a fait plus de 12 000 abonnés sur l'année. On se dit ok, et si c'est ça la première année où ça marche, qu'est-ce que ça va être la deuxième? 2017, donc on sera déjà à la 2014, 2015, 2016, 2017, on sera déjà à la 4e année. Que mine de rien, tout ça, c'est du temps qui passe. Mais on gère en tout cas cette année qui est vraiment trépidante. Et puis on arrive en 2017.
Et en 2017, on voit, sortie d'un Noël qui est fou, janvier, février, mars, on fait plus les mêmes chiffres, ça redescend. Alors effectivement, on avait dû couper les campagnes qu'on faisait à l'époque, donc on en lance d'autres, mais quand même, on voit bien qu'il y a une énorme saisonnalité en décembre, novembre, parfois un peu septembre, mais le reste de l'année, c'est quand même pas la folie, et puis là, on n'arrive plus à retrouver ce boom qu'on avait fait l'année d'avant, donc on se dit, ok, c'est pas grave, c'est juste que ceux qu'on pouvait toucher facilement, on les a touchés, il va falloir qu'on trouve les nouveaux. Et donc, on est reparti à la bataille avec plein de nouvelles idées pour 2017, donc déjà on va réécrire parce que tout ce qu'on avait fait c'était de la bêta, hein, c'était quand même des espèces de prototypes en noir et blanc pas très bien pensés, donc on revoit toutes nos histoires, on réécrit tout, on réillustre tout, on met beaucoup plus d'images, beaucoup plus de fun, on refait un peu tout. On cherche aussi à développer d'autres créneaux, on fait lire et écrire les enfants, on se dit tiens, et si on les faisait cuisiner, si on faisait d'autres, est-ce que ce qu'on fait, notre média, il peut servir à d'autres choses? Donc on développe d'autres nouvelles versions d'Epopia. On décide aussi de mettre en place une stratégie SEO, vu que ok, on faisait beaucoup de pubs Facebook et on voyait bien que ça faisait plus exactement, enfin on n'arrivait plus à avoir de la croissance, ça saturait. Bon alors ouvrir un nouveau créneau, donc on se lance à faire beaucoup de SEO. Alors le SEO c'est génial, mais il faut d'abord beaucoup bosser avant que ça commence à faire des résultats. Mais bon, on se lance dans l'affaire, on a toute une stratégie SEO avec un expert, Eric, qui vient nous rejoindre, et c'est très très cool. On va lancer une offre, il y a tellement de profs qui nous demandent à l'utiliser, pour l'instant on bricolait, on se dit on va adapter le système aussi pour les écoles, pour que les écoles puissent s'abonner vraiment et avoir un système qui marche pour eux. Donc on va faire le Epopia des écoles, on s'est mis à participer à des grands salons, on a fait la foire de Paris, la foire du livre, on a fait plein de choses comme ça. On a animé une chaîne YouTube, on a fait des séries, on a fait des lives, on a fait plein de choses pour vraiment faire un max de bruit et faire amener du public vers nous. On a même, on a participé au concours Lépine, on a obtenu une, puis 2 médailles d'or au concours Lépine. Donc voilà, vraiment des trucs très très cool. Je me suis mis à animer des conférences sur l'éducation avec des profs. Voilà, on réunissait des profs et on leur expliquait comment toutes les méthodologies nouvelles pour amener les enfants vers la lecture, dont Epopia, mais pas que, avec tout un fond. Donc je me suis monté aussi en expertise sur toute la partie pédagogique, c'était assez puissant. Et puis on crée des nouvelles offres, on se dit ok, on fait une offre grand public, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une offre premium encore au-dessus pour un public un peu plus aisé? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Donc voilà, on teste plein de choses. Les ventes continuent, ça marche, mais ça explose pas. À la fin de l'année, on fait toujours 12 000 abonnés dans l'année. C'est bien, mais beaucoup d'efforts et puis pas de croissance, quoi. Ça nous a juste maintenu ce qu'on avait avant. Et ça, c'est pas très cool. Parce qu'une boîte qui n'a pas de croissance, c'est une boîte qui va mal. Donc on se dit, ok, c'est un peu la panique, mais c'est pas la panique. Alors on a trouvé comment se financer, on est allé voir nos partenaires, on a cherché des financements, on a réussi à se financer pour réussir à aller débloquer tout ça. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait un truc à débloquer. Tous les parents qu'on rencontrait, dès qu'on leur pitchait Epopia, ils disaient tous, mais c'est génial, mais je le veux. Donc on se dit bien que bon, si tous les parents le veulent, c'est juste que les parents ne nous connaissent pas. Donc il va falloir qu'on trouve la manière de se faire connaître des parents. Donc c'est parti, on remet encore tout plein d'idées en jeu, on repart vraiment à fond et on va faire des nouvelles choses. Donc on décide de structurer déjà tout 2018, on part, alors moi je pars en levée de fonds parce que ok, on a survécu jusque-là, on n'est pas trop mal, on avait de l'argent des clients, on en a encore en caisse, mais quand même, si ça ne croise pas, soit il va falloir liquider l'équipe, une partie de l'équipe, soit ça va mal aller. Sauf que vu qu'on veut faire de plus en plus de trucs, enfin je peux pas aller, si avec l'équipe qu'on a actuellement on n'arrive pas à gagner plus de clients, c'est pas en diminuant la taille de l'équipe qu'on va en gagner plus. Donc au contraire, il va falloir qu'on fasse plus de choses, c'est ma philosophie. Donc du coup, on garde l'équipe et on va se financer. Donc je suis parti en levée de fonds, et là je repars en levée de fonds, mais cette fois pour vraiment la faire. Sauf que, je l'ai dit avant, pour faire une levée de fonds, il faut de l'attraction, il faut de la croissance. Donc nous, on avait des clients, on faisait quand même du 600, 700, 800, presque 900 000 euros de CA annuel, c'est pas dégueu. Mais ça montait pas, ça c'est pas cool. Et donc c'était un peu dur, parce que c'est difficile d'aller faire une levée de fonds quand on n'a pas de traction. Déjà, on n'est pas maître du temps parce que c'est pas maintenant, c'est maintenant ou jamais, sinon de toute façon on part sans vous, parce que c'est nous qui nous battons pour que les gens viennent et pas les gens qui se battent pour rentrer dans l'aventure. Mais bon, du coup, ça part pour une année 2018 où je passe mon temps entre Paris et Strasbourg. Je crois que j'étais à peu près 2 jours par semaine à Paris, je faisais plein d'allers-retours tout le temps pour aller rencontrer le monde entier, vraiment le monde entier. Et puis on définit toute une stratégie, parce que cette levée de fonds, on ne vient pas vendre juste Epopia, on vient vendre une stratégie. Le but c'est de financer une stratégie de croissance, une stratégie qui se passe en plusieurs temps, avec d'abord le fait d'aller développer des licences sur Epopia. Ok, on a nos propres univers, mais si on prend des univers où les gens sont déjà captifs, que les gens aiment déjà, ils vont venir à nous et c'est un nouveau public qui va venir dans Epopia. Et puis ensuite, on va aller faire de la pub télé, parce que
On peut aller taper plus gros, hein, si le marketing numérique qu'on fait ne suffit pas, et ben allons taper plus gros et taper plus fort. Si on lève de l'argent, utilisons-le pour aller à la télé, carrément. Et puis on va pouvoir aussi, une fois qu'on a de la croissance, aller aussi ouvrir de nouveaux pays, aller vers les pays francophones proches, puis après vers les pays anglophones, et un peu aller comme ça, partir vers la croissance. Et puis aussi faire évoluer notre business model. On voulait aller vers un business model d'abonnement un peu plus simple, un peu plus efficace, avec une meilleure rétention. Et ça, c'était un pivot aussi qui demandait pas mal de choses, d'efforts en tout cas à faire. Donc ok, on se lance là-dedans. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais cette levée de fonds, elle dure 1 an. Vraiment, hein, je l'ai commencé en décembre, je l'ai fini en décembre. Décembre 2017, décembre 2010, non, décembre 2010. Je sais même plus, mais je l'ai fini, c'est déjà pas mal. Donc ouais, et fait, oui, c'est 2017 et décembre 2018, on signe. Je suis pas faux, hein, j'ai un peu perdu dans ma tête, mais je vais y arriver. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'est une année assez folle. Pendant ce temps-là, on a aussi les premiers résultats du SEO. Tout ce qu'on a monté en SEO, ça commence à monter. On a de plus en plus de gens qui arrivent sur le blog et de gens qui arrivent sur le site. Donc, on a un nouveau canal d'acquisition qui se met en place, qui est plutôt cool. On muscle aussi toute la stratégie email, on muscle plein de canaux d'acquisition et on continue à avancer. On fait encore tout ce qu'on faisait avant, on continue à le faire. Hein. On ne fait que démultiplier les efforts pour essayer d'aller trouver les clients. Et on finit par effectivement boucler une levée de fonds. Alors, pas facilement, comme je l'ai dit, avec notamment plein de rebondissements, des gens qui viennent, qui finalement veulent plus, mais comme ils allaient venir, ça a donné confiance à d'autres qui sont venus, mais qui eux restent, heureusement, et ainsi de suite. Et du coup, tout ça, ça fait une espèce d'effet de boule de neige qui fait qu'à la fin, on se retrouve quand même avec 1 million d'euros rassemblés, avec notamment dedans, alors on va y trouver du fonds régional, de notre région, donc très très cool, mais également des fonds de business angel, des fonds d'autres régions de France. On est allé jusqu'en Moselle, en Lorraine, pour aller chercher des financeurs. On a aussi des BA à titre personnel, on a aussi des corporates, donc des entreprises qui viennent, notamment des entreprises partenaires avec qui on bossait déjà. Donc voilà, tout ça, on monte tout un pool et c'est parti pour signer une levée de fonds. On donne à peu près de mémoire 20% de l'entreprise, qui fait une valo à vue de nez 20% pour 1 million, mais ça dépend si c'est post ou pré-monnaie. Mais bon, ça fait à peu près une valo de 4 millions, quoi, mais je crois que c'était un peu moins, hein. Je sais plus, peut-être un peu plus qu'on a donné. On devait être, ouais, mais bon, dans ces eaux-là, on va dire. Et c'est parti, on a les moyens, et bien à partir du moment où on a les moyens, on change de phase. On change clairement de phase parce que on a une stratégie maintenant et on a de l'argent, il va falloir la dérouler. Lever des fonds, ça veut dire d'abord on va commencer à se structurer. On va arrêter d'être une dizaine de bonhommes dans un espèce de garage. Alors c'était pépinière d'entreprise trop cool de la ville de Strasbourg, mais on était dans des ateliers, on va aller prendre des vrais beaux locaux en centre-ville parce que les gens en ont marre d'être dans des endroits compliqués d'accès et tout ça, et qu'il fasse froid l'hiver et trop chaud l'été, et que plein de tous les problèmes quand on est dans des endroits qui sont pas forcément faits pour des boîtes qui grossissent. Et donc on va aller dans des vrais beaux locaux, comme des vraies boîtes, on devient une vraie entreprise. En centre-ville, trop cool. On va embaucher, on va mettre un middle management, donc on va mettre des C-level, on va avoir embaucher un CMO pour le marketing, on avait déjà un CTO pour le technique, mais on va se structurer sur le créatif, on va mettre un directeur créatif. Voilà, on va un peu structurer toute l'équipe. On a aussi une commerciale qui nous a rejoint, Clara, et qui nous accompagne pendant toute l'année de levée de fonds. En parallèle, on a aussi accompagné sur plein de projets B2B pour essayer de développer du partenariat. On monte en puissance, et puis dès qu'on a l'argent, du coup, on commence à embaucher, on commence à structurer, parce que du coup, on est plus nombreux, on commence à devenir 12, 15, 18, des nouvelles têtes, il faut mettre des process, des gens qui viennent avec un autre bagage, d'autres cultures, donc il faut aussi garder la culture d'entreprise. Tout ça, ça demande de mettre plein de process en place. Les recrutements, naturellement, il faut l'encadrer, il faut le faire de manière très propre parce qu'il ne faut pas se louper là-dessus. Donc voilà, c'est une année qui est assez lourde en travail pour ça, c'est grisant et en même temps, c'est pas le plus facile. Hein. Quand on a de l'argent, tout devient pas facile, au contraire, on commence à avoir la pression. Maintenant en plus, c'est même pas je plante la boîte, je me suis planté. Maintenant, je plante l'argent des autres. Il va falloir assurer parce qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance et il faut leur rendre. C'est le jeu. Le petit moment gênant parce que, comme je vous l'ai dit au début, on a ce petit spoiler, c'est pas ce qu'on a réussi à faire, mais on va y venir plus tard. Il n'empêche que voilà, on se structure, on arrive à développer des partenariats, notamment avec TF1 Licensing, et on développe 2 produits sous licence avec eux, notamment les Schtroumpfs.
trop cool. On commence à se muscler et à s'armer avec une des agences pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la pub télé, qui va nous faire la pub, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va la diffuser. Voilà, donc on apprend un peu toute cette partie-là aussi du marketing, et ça c'était très très intéressant aussi. Beaucoup de process en interne, alors ça génère aussi plein de pression entre les anciens qui comprennent pas pourquoi maintenant il y a tellement de gens et c'est plus pareil qu'avant et c'était mieux avant, les nouveaux qui doivent trouver leur place, donc tout ça, ça demande d'organiser un peu les choses différemment, le partage de connaissances, il y a plus de monde, il va falloir l'organiser aussi différemment. Donc voilà, c'est beaucoup de petites révolutions qui se cumulent les unes sur les autres, ce qui fait beaucoup de travail, beaucoup plus de monde à suivre en RH, enfin ouais, c'était assez intense. Il n'empêche qu'au bout de cette année-là, eh ben, on arrive, même moins que ça, en 9 mois, donc on arrive en septembre, et en septembre, on a développé nos produits sous licence, ils sont prêts à être sortis. On a une campagne de pub télé qui est prête à être sortie. On a toute une équipe qui est parée, on a une infrastructure qui est prête à prendre de la charge et à résister. Bref, on est prêt à y aller, c'est parti, go pour devenir des milliardaires. Et donc c'est parti, on appuie sur le bouton, on lance les nouvelles histoires, on lance la campagne de pub télé et c'est le drame, il ne se passe rien du tout. Quand genre, je dis pas, il se passe rien du tout, mais en tout cas oui, la pub amène pas plus de clients, ça n'a pas particulièrement d'effet. Les nouvelles histoires, ça amène pas plus de clients, c'est juste nos clients qui se divisent sur plus d'histoires différentes, mais ça nous attire pas un public en nouveau. Alors du coup déjà nous on se dit bon bah on avait prévu de grossir, d'avoir cette croissance, puis après de changer de business model, on se dit bah on va d'abord commencer par changer de business model, hein, si il faut faire les choses, il faut qu'il y ait un truc qui bouge, donc on a accéléré, changé de business model en fin d'année 2019 et on switch sur un nouveau business model d'abonnement mensualisé et puis enfin voilà, on est un peu dans le foisonnement et dans le questionnement. On a en même temps le SEO qui porte ses fruits, il y a plein de choses qui se passent et en fait à ce moment-là, vous le tenez, on est fin 2019, commence à y avoir des trucs à la télé qui parlent de gens en Chine qui sont un peu malades et qu'ils confinent. Et puis on va se retrouver en janvier, février, mars, pof, confinement. Toute la France, c'est la fin du monde, c'est le Covid, c'est le confinement généralisé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous, il se trouve qu'on a déjà une structure qui est assez souple, tout le monde fait du remote déjà, alors pas en full remote, mais les gens devaient venir, la règle était inversée, c'était vous avez le droit de travailler d'où vous voulez, mais il faut venir en moyenne 2 jours par semaine au bureau pour qu'on se voit. Mais vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps, il n'y a pas de stress, vous travaillez aux heures que vous voulez, au moment où vous voulez, d'où vous voulez. Et donc du coup, on est déjà structuré en fait pour bosser à distance, donc c'est pas trop problématique pour nous, ça se passe bien. L'autre petit truc qui se passe, c'est que on a la Poste aussi qui commence à plus trop savoir si elle va fonctionner ou pas fonctionner. Ça, c'est plus embêtant parce que nous, on envoie tout par la Poste. Notre intermédiaire logistique aussi, l'APF, est-ce qu'ils se confinaient, est-ce qu'ils continuent à bosser? Donc, est-ce que le produit va continuer à tourner ou pas? Donc là, on est un peu... Ah, c'est la panique. En parallèle, il s'est passé tellement de trucs. Nous, en parallèle, on se dit, mais en fait... on voit bien, c'est la panique. Le président annonce le confinement. Dans 3 jours, vous serez confinés. Je crois que c'était le jeudi pour le lundi suivant ou un truc comme ça. Regarde, le vendredi, on cause tous ensemble, on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Moi je leur dis ok, je vais rédiger un guide sur comment on fait l'école à la maison, vu que l'école va être fermée et qu'il annonce que tout le monde va rester à la maison et que il va falloir faire l'école à distance. J'ai passé mon week-end à rédiger un bouquin de 18 pages qui explique de A à Z comment est-ce qu'on organise l'école à la maison, comment on accompagne son enfant, comment un peu on fait avec le prof, à côté du prof. Et puis nous, comme on avait notre stratégie SEO qui prenait pas mal, notamment on avait développé des centaines de fiches pédagogiques pour apprendre à lire, à écrire, plein de fiches sur la grammaire, la conjugaison, les sons, enfin plein de choses. Et en fait, on s'est dit, tout ce contenu-là, là ils se retrouvent tous tout nus, on va le filer gratuitement à tout le monde pour que les gens aient du matériel en fait pour faire l'école à la maison. Les profs étaient complètement démunis, les parents étaient démunis. Et on a filé tout ça gratos, vous venez sur le site, vous cliquez et paf, vous receviez 250 fiches pédagogiques, des carnets pour faire des activités, des jeux. Voilà, il y avait des tonnes et des tonnes de contenu, tout ce qu'on avait créé, on l'a tout filé. Et ça a été téléchargé des centaines de milliers de fois pendant les mois de confinement. Ouais, des milliers de profs qui l'ont utilisé, qui nous ont dit heureusement grâce à vous j'avais des supports, parce que l'étude en primaire on travaille pas avec des supports, enfin ça se fait au tableau, on a les livres, enfin c'est pas pareil. Et donc là ils avaient des supports qu'ils pouvaient partager avec les familles, qui étaient faciles d'utilisation, qui étaient déjà préfaits, quoi. Il y avait les exercices, il y avait les leçons, il y avait tout, et donc du coup ils ont pu l'utiliser. Et il y a plein de profs qui l'ont utilisé, et ça c'était cool. Il y a plein de parents aussi qui savaient pas comment accompagner leurs enfants, qui avaient des profs parfois qui ne
savaient pas comment gérer et qui géraient pas, ça existait aussi. Et donc les parents ont pallié avec ça aussi, avec nos contenus. Enfin voilà, ça a été, et puis tous ceux qui s'ennuyaient chez eux, qui savaient pas quoi faire, on a filé des tonnes d'activités à faire pour les familles. Et donc voilà, tout ça, tout ce contenu, ça on a distribué gratuitement et longuement, on a mis beaucoup d'énergie à faire en sorte que ça se diffuse pour que les gens aient de quoi s'en sortir. Et ça a été trop cool, parce que du coup ça a vachement aidé les gens, et on était hyper contents et hyper fiers. Et toute l'équipe était galvanisée pendant cette période-là, on était complètement au taquet pour faire plein de trucs, pour aider les parents et les profs. Et puis en parallèle, on a l'APF, notre partenaire logistique, qui a réussi à maintenir des jours de travail et la logistique. La Poste a essayé de garder aussi un peu de logistique courrier. Et donc on a continué à servir aussi les familles en Epopia, parce que mine de rien, ils étaient à la maison et ils ne savaient pas quoi faire. Et là, on leur a amené de l'outil pédagogique à faire à la maison, donc c'était juste idéal. Et donc on a aussi eu un afflux d'activités à ce moment-là, avec plein de problématiques que nous on avait, d'approvisionnement, tout était bloqué en approvisionnement, enfin on a eu plein de problématiques à gérer, mais bon, on l'a fait. En tout cas ça a été des mois, on s'est pas ennuyé, en plus des enfants à la maison et qui ont faisait l'école à la maison en vrai, donc voilà, j'étais là en train de bosser matin au soir, avec derrière les deux enfants qui soit lisaient, soit faisaient leurs devoirs. Donc voilà, ça c'est le Covid. Le Covid, ça a permis aussi, comme dit, on avait plein de difficultés de logistique qui nous mettaient aussi beaucoup de problèmes, donc on a aussi pu bénéficier des aides, notamment des prêts garantis par l'État, les PGE, qui nous ont aussi permis de garder les finances saines pendant cette période-là qui était compliquée. Et puis nous, on avait un autre petit projet en parallèle. Il se trouve qu'on avait gagné l'année d'avant, suite à notre sortie de produits sous licence, le prix du meilleur produit sous licence de l'année. Et du coup, on avait quelqu'un qui était venu nous voir en disant nous on est un grand studio et on a des licences et on aimerait bien utiliser Epopia et pouvoir le développer dans plusieurs pays. Et il se trouve que dans la même période, nous on était en recherche justement de se lier avec une grande entreprise, parce que comme je vous l'ai dit, on avait un plafond de verre, on avait une grande équipe, on avait le travail de post-levée de fonds qui n'avait pas forcément porté ses fruits, et on se disait mais en fait il va falloir qu'on trouve une manière d'avoir une trésor qui tienne dans la durée. Donc on s'est dit la meilleure chose à faire, c'est de tisser un vrai lien stratégique avec une grosse entreprise, une entreprise qui prenne des parts chez nous et qui demain puisse investir dedans s'il y a besoin, parce qu'il y a un enjeu stratégique, vraiment une symbiose entre les deux, et elle a besoin qu'on soit là et nous on a besoin qu'elle soit là. Et même à terme, ils pourraient racheter, enfin voilà, c'était un peu l'idée. Et donc on était un peu dans cette recherche-là aussi pendant toute l'année 2019-2020, enfin plutôt 2020, toute l'année 2020. Et puis pendant ce confinement, on a notamment cette personne-là qui nous appelle, gros studio franco-américain. Ok, plutôt cool. Grosse licence, très connue, gros succès. Ok, plutôt cool, ils veulent qu'on se lance, ils veulent nous aider, toutes les ressources de l'entreprise sont à leur disposition. On pouvait bénéficier de leurs locaux, de tous leurs outils de com, sachant qu'ils avaient d'énormes communautés. On se dit ok, c'est le truc qu'il nous faut. De toute façon, en France, on voit bien qu'on a ce plafond de verre. On avait lancé quand même d'autres pays depuis, on avait fait la Suisse notamment. Mais bon, c'était pas non plus, c'est pas ça qui allait nous faire exploser nos chiffres. Donc on se dit, si en France, on fait 12 000 abonnés par an et que ça ne monte pas, il faudrait qu'on aille sur un pays 5 fois plus gros, ça fera 5 fois plus de clients sur l'année, c'est la meilleure croissance, elle est géographique plutôt que de continuer à pousser en marketing. Donc on se dit ok, croissance géographique, allons vers les États-Unis, lançons-nous avec un partenaire qui a les moyens de nous lancer rapidement et fortement sur le marché, avec une licence qui permet d'avoir un produit qui est tout de suite visible et connu avec un public qui est déjà demandeur. On se dit ok, c'est le mix parfait. Allons-y, on va faire ça. Et donc on a commencé à se structurer pour se lancer en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, au plus vite. Et en parallèle, on a lancé des négociations avec ce partenaire pour essayer vraiment de créer ce partenariat. Donc on crée tout le produit en anglais, on crée toute une structure logistique aux États-Unis. Je vous rappelle qu'on est en plein confinement, les frontières américaines sont fermées, on n'a pas le droit de voyager. Donc tout ça à distance sans jamais rencontrer personne. Toute la structure technologique, parce que nous on n'était pas capable de gérer autre chose que de l'euro et du français. Donc il a fallu se structurer pour pouvoir en gérer des nouveaux, puis plus tard d'autres, donc passer par un CRM, externaliser plein de choses qu'on faisait en interne et passer par des outils externes, donc rendre notre produit modulable, enfin ouais, il y avait plein de choses à faire. Ça a été une énorme révolution. Ça a été encore une année de travail pas possible, et puis en parallèle ces négociations qui devaient se faire en 2 semaines, puis qui ont duré des mois, puis qui ont duré en fait une année, avec des allers-retours un peu étonnants, des choses qui étaient promises, puis finalement non, ça se fera pas du tout comme ça. Et puis en fait, le temps était passé, nous, les équipes, elles ont passé presque un an à bosser que là-dessus.
à bosser sur ce déploiement. Alors on avait aussi d'autres projets, on avait notamment sorti des histoires de Noël d'Epopia, la lettre au Père Noël, vu qu'on faisait un truc à par courrier. Donc ça c'était hyper cool et ça avait super bien marché. Mais le gros de l'équipe, elle travaillait à préparer l'internationalisation. Et quand ça fait des mois, 9 mois, 10 mois que vous bossez dessus et que le mec en égo il commence à revenir sur toutes ses promesses, et ben vous êtes un peu dans la merde parce que en fait, on peut plus vraiment faire demi-tour. Nous on a tout parié là-dessus. Et donc, bon, on s'est un peu battu et on a fini quand même par signer un partenariat. On avait 7 licences, des licences dans le monde entier, de l'accompagnement, en tout cas de marketing. Et puis, c'est parti. Et donc là, on est début... premier trimestre 2021 et on est en train de se préparer pour aller se lancer le plus tôt possible. L'idée naturellement dans ce qu'on avait fait, c'était un planning très... On voulait même d'abord tenter de faire du crowdfunding pour créer une communauté, on voulait préchauffer un peu le public, le tester. Le partenaire nous dit non, absolument pas, c'est hors de question, vous lancez le truc en une fois, il faut faire une vidéo et vous la postez et c'est tout. Et tout va se lancer, on va faire un post sur les réseaux et ça va partir. Et on n'était pas d'accord, mais il nous a pas laissé le choix, c'était leur réseau, et nous on avait... Enfin bref, on n'a pas trop eu le choix, c'était comme ça ou rien. C'est un peu comme ça que ça nous a été présenté. Ben voilà, comme dit, on était un peu au pied du mur, donc on a signé ce partenariat définitivement, on a filé de mémoire 30% de la boîte, contre 7 licences, hein, il n'y avait pas d'argent, et cette aide principalement marketing, mais pas selon les modalités qu'on avait choisies initialement, ce qui a généré pas mal de tensions. Et puis ben voilà, on a fait cette vidéo de lancement, on a fait tout ce qu'il fallait et puis on a lancé. Et en one shot, juin 2021, dès qu'on a pu, on est parti, on a lancé. Et effectivement, il y a des millions de gens qui ont vu la vidéo, mais il y a très peu de gens qui sont vus sur le site et il y a très peu de gens qui ont acheté. Et en fait, bah, le gros lancement avec un énorme boom n'a jamais eu lieu. Ça a fait un énorme pchit, alors plein de remises en question, pourquoi, qui est le public, comment l'adresser différemment. Donc là, on a commencé à itérer beaucoup sur le marketing américain. Mais parce qu'avant, on n'avait pas pu le faire, vu qu'on n'avait pas pu étudier le marché, le tester, faire de ligne, tout ce qu'on doit faire normalement, ça nous avait été bloqué. Donc là, on se met un peu à le faire. Enfin, on y travaille et puis en même temps, on a plein d'autres problèmes qui explosent, notamment techniquement, on était passé par un CRM. CRM, il ne savait pas gérer les abonnements, donc on avait acheté un module qui gérait les abonnements, sauf que ces modules s'est révélé ne pas fonctionner du tout. Il a eu plein de bugs, ça nous a fâché avec tous nos clients. Globalement, en un an, on s'est à peu près fâché avec 100% des clients d'Epopia, qu'on a perdu en grande partie. Donc on a un peu, par nos choix, enfin en tout cas, par ces choix technologiques et les déboires qu'on a eu dessus, on a eu une vraie évasion de nos clients. Historique, français. Toute notre énergie, elle était sur le marketing aux États-Unis, donc on faisait beaucoup moins de marketing en France, donc il y a eu aussi un essoufflement de ce côté-là. Et puis aux États-Unis, tout ce qu'on faisait, ça marchait pas. Ça a été, donc ça a été une période intense, compliquée, douloureuse, parce que vraiment on y croyait, hein, on y croyait. Et puis, ouais, ça a été un peu la bérésina. Et donc 2021, ça a été le début des vrais problèmes. À partir du lancement 2021, ça a été les problèmes. Ça a été beaucoup de problèmes, des tensions dans tous les coins. Il a fallu gérer ça. Et puis du coup, on se restructure, on décide de refaire tout. Nous-mêmes, notre propre module de paiement et d'abonnement. On redéveloppe des histoires, notamment nos histoires de Noël. On va les faire comme maintenant on est en bilingue, on sait gérer du multilingue. On va le faire aussi en anglais, en espagnol. On va faire une nouvelle version. Plein de choses aux États-Unis pour essayer de percer. Il n'y a rien qui marche. Rien du tout. Donc on a juste une courbe qui commence à descendre et on arrive en fin 2021 et en fait on se dit c'est la merde. C'est juste la merde parce qu'on commence à avoir quand même beaucoup de dettes qu'il faut rembourser, notamment après les prêts qu'on a fait pendant le Covid, parce que ce plafond de verre en France n'est pas explosé, parce qu'aux États-Unis on n'a rien du tout, et en fait Epopia, on sait plus trop où ça va, un peu la misère, donc on est un peu en panique. Dans cette panique-là, je dis en panique, en tout cas on se remet en question, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le nouveau plan d'action, parce que c'est ça ce qu'on fait quand ça va pas, il faut trouver la nouvelle stratégie. Le plan n'a pas marché, c'est le plan B, après le plan B, après le plan C, après le plan D. Là, on était déjà quelque part entre L et P, je sais plus trop. Et du coup, on commence à discuter notamment avec notre partenaire
qui dit bon bah ok, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, il faut donner du temps, il y a un truc à faire, ça va le prendre. En attendant, faisons un autre produit. Et on se dit ok, pourquoi pas, on va faire un magazine jeunesse sous licence, puis après finalement on va faire des trading cards sous licence. On se dit ok, mais en vrai les trading cards c'est trop bien, c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Faire du jeu, on sait faire de l'impression, on sait faire, on sait faire tout ça en fait. Et puis par contre c'est des produits qui se vendent, voilà, c'est du retail, c'est des produits qui se vendent en mass market, donc ça peut être, si ça prend, ça peut être explosif. Donc on se dit ok, c'est parti, début 2022 on commence à bosser sur un produit. Donc notre partenaire nous dit bon, je vous file la licence, vous faites ça, on verra après, mais en tout cas vous faites ça et puis ça va nous permettre de financer Epopia et ça va vous faire rentrer de l'argent en attendant. Donc on bosse dessus, on développe tout un produit de trading card, trop cool, on présente ça, on nous dit non pas du tout, c'est pas ce qu'on veut. On recommence tout, on refait un produit de trading card, on présente ça, on se fait challenger, on finit par tomber d'accord, on a un produit, là on est quelque part vers mai 2022, donc on a vraiment produit plus de 200 cartes designées, le jeu il marche, il a été testé, il y a des cartes thermoréactives, on a fait des trucs donc, qui s'allument à la chaleur, hein. Vous frottez la carte, il y a une image qui apparaît, enfin on a fait des trucs trop cool. Le jeu était génial, enfin voilà, on a bien fait. En plus tout ça en trilingue, il faut le faire en français, en anglais, en allemand. On veut se lancer tout de suite dans plusieurs pays. Enfin bref, c'était un truc de folie. Et puis en parallèle, nous on demande bah, du coup cette licence, quand est-ce qu'elle est signée, quand est-ce qu'on la reçoit. Et puis en fait, et puis aussi à qui on va vendre, parce que c'est bien de faire le produit, mais il faut trouver un distributeur. Donc notre partenaire qui maintenant est un associé, hein, nous aide en termes commercial et à discuter avec les différents distributeurs existants pour en trouver un qui accepte de l'acheter. En même temps, nous on se bat aussi logistiquement, il faut trouver une usine qui arrive en très court délai à imprimer un produit en mass market, donc massivement. Plus c'est un produit technique particulier où il faut avoir du savoir-faire. Les usines qui savent faire ça sont toutes surbookées. Parce que Pokémon, parce que Lorcana qui était déjà en préparation côté Disney, parce que Magic qui prend beaucoup de place, Yu-Gi-Oh, enfin bref, il y a déjà du monde sur le marché. Et du coup, c'est compliqué à trouver. Donc voilà, on se bat un peu sur plein de champs créatifs, logistiques, financiers. Et on finit quand même par avoir une touche avec un distributeur allemand. Donc il nous dit OK, mais anglais, français, allemand. À travers lui, on obtient aussi un imprimeur. Un imprimeur qui ne sait pas en fait faire de la trading card, mais qui veut faire de la trading card, donc il va apprendre à le faire et il va s'outiller pour le faire. Ok. Et puis, en plus tout ça, on voit les offres de prix, on voit tout ça, ça colle, on a un business model qui tient la route, on a un premier contrat qui se dessine pour 3 millions d'euros. Excusez-moi du peu. Le distributeur est prêt à payer. L'usine, à l'urgence, a dit il faut que vous vous lanciez au plus tôt si vous voulez, parce que sinon, après, nous, on n'y arrivera plus, vu que vous voulez le lancer pour Noël en fin d'année, parce qu'il est censé y avoir un film qui sort sur la licence. Donc, il fallait qu'on soit prêt. Enfin bref, c'est un truc de folie. Nous, pendant ce temps, naturellement, les comptes se vident, hein, vu qu'on perdait les clients en France, que les mois passent, qu'on a une bonne équipe dont on avait toujours besoin pour faire tout ça. On ne pouvait pas les lâcher, les gens. Et bah, les mois passent et les comptes se vident. Du coup, nous, on dit OK, le distributeur, vous voulez absolument le faire avec nous, c'est bien. Par contre, il va falloir nous payer une avance parce que sinon, on va pas pouvoir le faire. Pour la simple et bonne raison que nos comptes commencent à toucher vraiment le fond et qu'en fait, même si on signe, on ne pourra pas le temps de déployer le produit. Si on n'a plus d'argent dans les comptes, on sera mort avant. Donc, on arrive à négocier aussi une avance d'1 million d'euros. Et sauf qu'en fait, nous, on attend toujours de nos partenaires la fameuse licence. Et puis finalement, un jour, il répond en fait, la licence, ouais, vous allez l'avoir, mais je vous avais pas dit. En fait, il va falloir d'abord nous filer 50% de l'entreprise en plus en échange. Et naturellement, vous n'avez pas la licence, vous n'avez pas le droit de signer de contrats commerciaux tant que vous n'avez pas fait cette transfert de 50% des parts de la boîte. Parce qu'en même temps, c'est bon, c'est 3 millions, mais en fait, c'est qu'un premier contrat. Après, il y en aura, on est en train d'avoir plein de gens qui se battent au portillon. Ce sera 10 millions d'ici la fin de l'année, ce sera 20 millions l'an prochain. Vous faites 30 millions en 2 ans, là on est en train tellement de vous arroser d'argent, c'est bon, vous pouvez nous filer 50% de la boîte, c'est quand même nous qui prenons tout le risque, tout ça, c'est notre licence. Donc bon, pas très classe sur la forme, c'est un peu le couteau sous la gorge, mais de toute façon on n'avait pas le choix. On arrive au mois d'août, on n'a plus que 5 000 € sur les comptes, on ne peut plus payer les gens fin août, on ne peut plus payer les salaires. On n'a toujours pas le droit de signer le contrat avec le distributeur et le million d'euros qui nous attend parce qu'on n'a pas, on n'a toujours pas cette licence. Entre temps, on a l'usine qui, elle, nous dit, l'imprimeur qui nous dit le prix finalement avec lequel on a négocié, ce sera x2 ou rien. Ok, et le distributeur prend pas, c'est nous qui devons diviser par deux nos revenus. Ok, donc tout ça, ça fait mal, ok. Mais bon, on y croit encore, on n'a plus d'argent sur les comptes, on est sur le point de mourir, on est rentré en mandat ad hoc, donc ça veut dire qu'on a négocié avec les banques à travers un processus juridique et une mandataire judiciaire pour ne plus
suspendre les remboursements d'emprunt le temps que l'argent rentre. Et en même temps, il y a ce truc qui arrive, donc on va pouvoir reprendre. Donc tout est... Mais tout ça, ça tient à pas grand-chose. Et puis la négociation, elle s'enlise. Notre partenaire, il commence à nous dire « Ok, mais maintenant, en plus, je veux pouvoir virer le dirigeant à tout moment sans rien, sans raison, sans passer par aucune procédure, sans aucune protection derrière. Enfin bref, il commence à avoir des exigences de plus en plus folles. Et en même temps, il nous met le couteau sous la gorge. C'est ça, ou vous mourrez de toute façon dans 2 semaines. Donc bon, bah, la mort dans l'âme, on accepte ce deal à la con. On file du coup au total 70% de la boîte à ce partenaire, qui n'a toujours pas mis un seul euro dans la boîte, je le rappelle. On signe le contrat et on a 1 million d'avance qui arrive sur les comptes. Alléluia. On commence à lancer la production avec l'usine. Donc d'abord, il y a encore toute une phase de finalisation du produit pour que ça puisse partir en prod. Mais tout ça, ça nous a fait perdre des mois. C'est vraiment des mois qu'on a perdu avec toute cette histoire-là de licence. Et en fait, bah, pour décembre, ça devient déjà chaud. Les premiers samples sortiront en novembre, pendant qu'il y a le grand salon du jeu. On n'a rien à montrer avant. Et puis ça va sortir d'abord qu'en allemand, parce que le distributeur, on est quand même sorti du Covid. Et il a du mal à placer des produits. Donc pour l'instant, ce sera qu'en allemand. Il n'a pas encore de sous-distributeur pour la France et l'Angleterre. Mais il cherche, il y a des trucs d'intérêt, ok. Mais bon, de toute façon, nous, il a déjà acheté pour 3 millions de produits, il a acheté pour 3 millions de produits. Et puis, en fait, le lendemain du moment où on a enfin signé le transfert des 70% de la boîte, donc des 50% en plus, j'ai ce fameux partenaire au téléphone qui me dit « Non, mais en fait, oubliez les cartes. Les retailers prennent plus de produits, ils sont pleins à cause du Covid, c'est mort, vous en vendrez aucune. De toute façon, le contrat que vous avez là, ce sera le dernier. » Mais on devait faire 10 millions, 20 millions en 2 ans. Non, non, vous avez que ça et il n'y aura plus rien. Oubliez, concentrez-vous sur Epopia, on s'en fout des cartes. Eh ok. Le monde s'effondre de nouveau. Ça fait plaisir. Alors personnellement, je vous dis, hein, c'est un contrat de 3 millions, mais en vrai, bah, plus de la moitié, c'est rien que les coûts de production du produit. Donc il vous reste 1,5 million, et en même temps, vous avez des dettes, vous avez une énorme équipe derrière, il y a des frais de marketing pour lancer un produit comme ça qui sont assez énormes. On n'est pas à l'aise. Nous, normalement, le premier contrat, il nous sauvait la vie, le deuxième contrat, il nous mettait bien. Et il me dit, il n'y aura plus jamais de contrat alors qu'on vient de filer 70% pour la promesse qu'il y aurait... Enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est un peu tendu, mais c'est pas grave. On a survécu à d'autres choses, on est reparti. Bref, on se démène, les cartes sortent en Allemagne, mais en même temps, la sortie du film a été décalée à plus tard, donc il n'y a pas de long métrage qui porte la sortie du produit, ce sera peut-être... en juillet de l'année suivante, enfin en tout cas à l'été suivant. Donc pof, et puis du coup le marketing, ça commence pas, on sait pas trop, nous on a des trucs dans les magazines, mais ça se fait en avril, mai, juin. Le porteur de licence veut pas qu'on traîne des pieds pour qu'on fasse les communiqués de presse pour la sortie du produit, enfin bref, tout traîne, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Nous, on est en panique. On attend toujours cette deuxième commande. Nous, on se dit, c'est pas grave, on a quand même un distributeur. Lui, il y croit. Nous, on a déjà préparé, on est déjà en train de bosser sur la collection 2 et 3, donc la suite des cartes. Donc, on continue. De toute façon, on n'a pas mieux à faire. On bosse toujours sur Epopia aussi. On essaye de réparer tout ce qu'on peut sur Epopia. Et en même temps, bah, il faut rentrer de l'argent. Donc, les cartes, c'est là pour ça. Donc, on met de l'énergie dessus. Et puis, en fait, le partenaire commence à prendre de plus en plus de place. Maintenant qu'il a 70% de la boîte et qu'il peut me virer du jour au lendemain sans aucune raison, et bah il commence à prendre beaucoup de place dans l'entreprise, commencer à faire des réunions avec le directeur marketing, avec le directeur créatif, avec tout le monde, à nous dire quoi faire sur tout, à changer tout sur le site web, à changer tout dans la com. Bref, il commence un peu à être CEO à la place du CEO. C'est un peu compliqué à gérer. En parallèle, on a aussi sorti un nouveau produit. On avait aussi un autre projet, parce qu'on ne met jamais tous nos œufs dans le même panier, un projet vers les écoles pour faire un produit d'éducation aux médias, donc avec le journal jeunesse, journal des enfants, le JDE, du groupe EBRA. Et donc, super projet, super produit. On se défonce aussi pendant 1 an pour faire ce projet. À côté des cartes, c'est bien les trading cards, mais bon, c'est quand même pas ça qui va sauver le monde. Hein. C'est quand même pas le cœur des valeurs d'Epopia de faire lire, écrire et rêver les enfants. C'était pas avec ça qu'on le faisait. Et du coup, là, on avait un projet vraiment qui faisait sens, qui était éducatif, qui répondait à un vrai besoin des écoles. On se dit, ok, on va faire ça en partenariat en plus avec des journalistes. Enfin, c'était vraiment un produit parfait.
ok, on va lancer ça. En plus, nous on a des problèmes un peu marketing en ce moment, vu que tout ce qu'on vend, ça, on n'arrive pas à vendre, mais on va faire le produit parfait, et puis comme on se lie avec un grand groupe, lui, il va pouvoir apporter sa force marketing et diffuser le produit. Et donc ça aussi, ça va être la deuxième pied sur lequel on va pouvoir remonter un peu notre structure et retrouver du succès. On lance ça, on bosse dessus aussi toute une année, donc ça c'est aussi en parallèle sur l'année 2022 et un peu 2023, surtout 2022, et un peu 2021, bref. Tout ça. On lance ce produit-là, mais aussi notre partenaire. En termes marketing, oui, mais non, ce sera plus tard. Donc le produit se vend pas très bien. On pousse, mais toutes les ventes elles viennent que de nous. Il n'y a pas de ventes qui viennent de l'autre côté. Et en fait, c'était eux qui devaient faire. Donc bon, ça c'est encore le. Ça fait mal aussi. Et puis voilà, dans tout ça, ça patine, on commence à s'engueuler à tour de bras avec le fameux partenaire qui prend trop de place dans l'entreprise. Tout devient très compliqué en fait. Tout devient très compliqué, on est toujours en mandat ad hoc, à un moment les remboursements vont reprendre et on va se retrouver étranglé. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde, on sent que ça pue et en même temps... on a des milliers de clients, on a un produit qui est génial, on veut qu'il survive. Toute l'équipe, elle en chie avec moi. On est vraiment tous ensemble dans la misère depuis le lancement aux États-Unis. Et en même temps, on veut tous que ça réussisse, on est tous là les uns pour les autres et on est hyper soudés et on veut que ça avance. Et donc, on continue. On continue pour essayer de calmer un peu les tensions. Notre partenaire, il nous met il invite des entrepreneurs à rejoindre l'aventure, à créer un espèce de comité de direction qui ne dit pas son nom, mais qui se réunit toutes les semaines et qui nous dit quoi faire. Donc on doit négocier pour chaque chose qu'on veut faire, on doit négocier avec eux pour avoir l'autorisation. Alors en vrai, ils n'ont aucun mandat, mais c'est comme ça que ça se passe. Et en même temps, voilà, c'est des mecs qui étaient hyper intelligents, smart, donc on se dit, on va bénéficier aussi de la plus-value de ce qu'ils vont pouvoir nous apprendre, nous apporter. Ça peut nous aider, quoi. Et donc voilà, on crée, on travaille ensemble tous ensemble. Les équipes à côté, nous on a passé du temps à essayer de re-questionner le projet Epopia et de voir quelle serait la version. Si on pouvait faire le projet parfait, l'Epopia parfait, ce serait quoi? Et on décide en fait de lui donner vie. Donc c'est ce qu'on a appelé Epopia Max, c'est une nouvelle version d'Epopia en box, en améliorant tout, la personnalisation, l'interaction, la discussion avec l'enfant, les contenus, voilà. Des nouvelles histoires, des trucs encore mieux dans un schéma qui est encore plus fort. Bref, on se lance là-dedans. On doit négocier de nouveau avec cette nouvelle direction. Ouais, je suis CEO, mais on ne sait pas trop si je suis CEO. Mais on discute avec eux et on arrive à les convaincre de nous laisser aussi travailler sur ce produit parce qu'il faut bien qu'Epopia il porte des projets, sinon ça ne va jamais se remonter. Ils nous font travailler aussi avec des agences extérieures pour refaire le site, des agences pour faire le marketing. Ça nous donne un site qui n'est jamais fini, ça nous donne du marketing qui marche pas mieux que celui qu'on faisait, mais bon, ça fait beaucoup d'argent cramé, mais bon, on a essayé. Au moins, on sait que c'est pas nous le problème, c'est déjà bien. Pour nous, c'est plutôt rassurant. Mais bon, c'est beaucoup d'énergie, de bataille. À côté, naturellement, on est en contrôle fiscal parce qu'il faut pas, hein, on va pas faire un seul problème, on va les cumuler. Donc, on a aussi un contrôle fiscal qui commence, ce contrôle fiscal suspend au passage tout ce qu'on devait toucher d'aide à la recherche au CII, parce que tant qu'on est en contrôle, on est en contrôle. En plus, comme il y a une fin d'année et qu'ils ne peuvent pas contrôler les choses, passer certaines années, ils décident de nous redresser sans avoir droit de nous redresser, mais ils nous redressent de manière préventive pour pouvoir continuer à étudier le dossier ensuite alors qu'il n'y avait rien. Là, ça tend tout le monde. Ils se disent tous, en fait, on est des mauvais gestionnaires, on est en train de se faire redresser fiscalement et tout, alors qu'il n'y avait rien. Bref, c'est vraiment tout qui se cumule, et puis les banques qui commencent à être impatientes, ils se disent, bon, elle est où cette deuxième commande de carte qu'on puisse reprendre les remboursements. Donc le partenaire qui revient avec un super mec, un financier qui vient du monde des finances et qui en même temps est intéressé peut-être pour investir et pour prendre la présidence de la boîte et pour organiser une nouvelle levée de fonds, et du coup qui vient aussi participer aux travaux avec nous. Ok, on se dit pourquoi pas, on explique ça aux banques, voilà, il va y avoir une nouvelle levée de fonds, il y a quelqu'un vachement connu, vraiment... il a sa fiche sur Wikipédia, quoi, c'est quelqu'un de connu. Ça redonne aussi une dynamique, on y croit, on va le faire et on va remettre cette dynamique et ça va fonctionner et il y aura un nouveau redécollage. Et en fait, à force de voir que ce qu'on fait ne marche pas, le mec dit, en fait, ça va être compliqué de lever des fonds. Du coup, le partenaire, il décide de le virer. Du coup, nous, on doit expliquer aux banques que tout ce qu'on leur a vendu, en fait, ça venait de s'écrouler. Du coup, on sait que le mandat ad hoc, il va partir en sucette. Du coup, on rentre en sauvegarde. Donc là, c'est une procédure collective qui suspend les dettes le temps de... C'est pas encore redressement judiciaire, mais on est l'étape avant. C'est un peu plus souple.
mais qui va quand même geler des dettes, et ouais, c'est compliqué. Et puis surtout, on a un partenaire, toujours celui qui a 70% de la boîte, qui veut surtout pas qu'on y aille. Enfin, si vous pouvez y aller, mais d'abord vous payez tout le monde. Mais ça, le tribunal, il veut pas, vu que le but, justement, c'est de geler, sinon ça sert à rien. Oui, mais quand même, lui, il veut qu'on paye tout le monde, surtout lui, d'ailleurs, au passage, parce qu'il y a des dettes chez eux. Et bah, en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est une faute de gestion. Je vais finir au tribunal si je fais ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais il me met une pression monstre, il nous accuse de tous les noms, il nous organise des conseils d'administration à répétition, avec tout le monde pour me prendre à partie. Enfin bref, c'est une partie qui est très, très difficile psychologiquement. De toute façon, on était clairement dans le harcèlement, hein. Il n'y a pas d'autres mots, hein. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Et puis, la mort dans l'âme, on finit quand même par aller en sauvegarde parce qu'on n'a juste pas le choix. Et c'est ça où on meurt. D'ailleurs, tous les conseils qu'il a lui-même ramenés disent tous qu'il faut aller en sauvegarde et qu'il faut le faire. Donc, il est juste seul, mais bon, c'est compliqué. Du coup, on va en sauvegarde, ça gèle nos dettes et ça déstructure de nouveau toute l'organisation parce que du coup, ça ferme des comptes en banque, ça ouvre un nouveau compte en banque, ça arrête plein de services, il y a des gens qui ont des dettes et du coup, ils veulent arrêter de bosser avec nous. Enfin bref, c'est compliqué. Mais on a un plan, parce qu'on a toujours un plan. Déjà, il y a bientôt le film qui va sortir, on a nos cartes, elles sont sur le marché, le distributeur il est en train de chercher des nouveaux points de distribution, donc il va pouvoir enfin, avec la sortie du film, à l'été, exploser le projet. Et enfin, on va avoir de l'argent qui va arriver, et du coup, si les cartes se vendent, on va avoir des nouvelles commandes, et donc ça va repartir. Et puis nous, on a ce Epopia Max qui est en préparation, et qu'on veut sortir aussi en parallèle pour l'été. On y bosse, les équipes se donnent à fond pour bosser dessus. On est vraiment en train de faire un produit qui est absolument génial. On change de business model en passage pour encore amener une version encore plus améliorée. On fait plein de choses. On se donne à fond, encore et encore. Et puis voilà, mais en même temps, on a toute cette déstructuration qui nous explose. Ça explose de partout. Il y a plein de trucs qui nous explosent dans les mains en permanence partout. C'est sans fin. On est fâché naturellement avec notre du coup actionnaire majoritaire de 70% qui a les nerfs contre nous. Il ne simplifie pas les choses. On a des procès avec les gens avec qui on avait des dettes gelées, Enfin bon, tout plein de trucs. Bon, bref, c'est la merdouille. Et en même temps, on gagne nos procès en première instance. Bon, naturellement, ils vont continuer, ils vont aller jusqu'en appel, puis ils vont continuer encore au-delà. Mais bon, on sait qu'on a raison et il n'y a pas de problème. On gagnera tous les... Et puis, on réussit notre contrôle fiscal. On est enfin, il y a zéro redressement, tout va bien. On était bien gérés, on avait beau leur dire, ils ne voulaient pas nous croire, maintenant c'est écrit noir sur blanc. Donc ça va déjà un peu mieux. Bref, il se passe des trucs, mais en même temps, il y a des gens qui nous doivent encore un demi-million d'euros qui refusent de nous payer à cause des problèmes juridiques et ils veulent attendre qu'il y ait des décisions. Donc il y a de l'argent qui tombe pas, il y a plein de trucs qui traînent partout. Enfin bref, c'est compliqué, tout est compliqué. Les problèmes de logistique et d'approvisionnement aussi qui sont toujours compliqués. Tous les frais d'approvisionnement ont explosé. Enfin, tout est... On patauge. En 2023, on a bien pataugé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On est quelques-uns à avoir même beaucoup souffert, mais on avance, on finit par être prêt. En octobre, on n'a toujours pas pu sortir pour ces problèmes logistiques, on n'a toujours pas pu sortir de nouveaux produits. Les cartes à Noël, à l'été, il y a eu le film, il y a eu des sorties, il y a eu tout un boom marketing qui a été mis en place par le distributeur, mais il ne donne plus de nouvelles, apparemment ça n'a pas marché. Donc la deuxième collection de cartes, elle s'envole un peu sous le nez, là, on n'y croit plus trop. Toujours pas de nouvelles de notre partenaire sur la partie du produit pour éduquer les écoles et les élèves aux médias. Donc ça avance pas non plus. Epopia Max, c'est en retard parce que plein de problèmes logistiques qui nous empêchent de nous lancer. Et bah du coup, il y a des problèmes logistiques et de droit, donc ils viennent aussi du fameux partenaire. Et du coup, bah, on passe de la sauvegarde au redressement judiciaire, donc ce qui veut dire qu'on a maintenant un administrateur judiciaire qui accompagne l'entreprise, et qui doit double signer chaque facture, enfin bref, une structure un peu plus... Après, on a été très bien accompagnés, les gens étaient vraiment géniaux, mais ça amène de nouveaux problèmes, de nouveaux services qui pètent, des gens en tension, les rétentions de nos stocks, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Mais on avance, on continue, on arrive à sortir Epopia Max, on se dit ok, de toute façon on joue tout pour le tout, c'est Noël, on sort Epopia Max et on va bien voir si ce truc marche, s'il y a un truc qui marche dans tout ce qu'on fait. On a aussi des stocks de cartes qu'on va se mettre à vendre en ligne en faisant une boutique aux États-Unis, en Angleterre, en France. On va tout ce qu'on peut faire pour faire rentrer de l'argent, on va le faire. Naturellement, encore une fois, tout ça, ça ne fonctionne pas et ça nous amène inexorablement d'ailleurs fin décembre à pas savoir si on va pouvoir payer les salaires de décembre des gens. Et en même temps, on a rendez-vous au tribunal en janvier.
Donc ouais, c'est compliqué. Ça a été compliqué, mais ça s'est fini le 15 janvier, du coup, au tribunal après, il y a plein d'anecdotes. On arrive et puis finalement, l'audience est suspendue parce il faut d'autres gens. Et du coup, peut-être aujourd'hui, peut-être un autre jour. Donc on revient voir les troupes qui nous attendent dans les bureaux pour leur dire « On n'a pas été liquidé, mais peut-être dans 1 heure, on va voir. » Puis on retourne au tribunal. Puis finalement, ça a lieu. Finalement, on est liquidé. Et donc voilà, le 15 janvier 2024. Donc on est 10 ans après la création en 2014, 12 ans après... qu'on a créé une équipe autour du projet pour y travailler vraiment. On est 14 ans après que j'ai eu l'idée, mais c'est Epopia, rêve aux lettres, tire sa révérence. Alors on a essayé aussi chercher longtemps pendant les derniers mois un repreneur, mais c'était compliqué. Il y a des gens qui nous ont audités, qui ont hésité, qui finalement se sont retirés. Et en même temps, on est un projet logistique, technologique, marketing, il y a beaucoup et artistique, il y a beaucoup de choses à maîtriser pour gérer notre projet. C'est pas le truc le plus simple du monde à reprendre, donc je peux comprendre qu'ils aient un peu hésité. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à la liquidation. Donc là, on est 1 mois après, je suis encore en train de gérer cette liquidation, on est encore dedans. Il y a encore des surprises tous les jours et j'apprends plein de choses. L'équipe va bien déjà. Alors naturellement très très lourd pour tout le monde, la fin d'année, en plus les équipes elles ont été fidèles, elles ont été là tout au long, et la plupart des gens sont là depuis des années, donc ils ont tous vécu toute la partie compliquée, ils se sont battus vraiment jusqu'au bout, donc fatigués, usés, donc aussi un peu soulagés que ça s'arrête enfin, parce que ça devenait vraiment de la souffrance. Faut quand même l'avouer. Et puis bon, on est accompagné, les équipes repartent tous avec un licenciement, avec le CSP, avec du coup des conditions qui sont pas mauvaises, avec des primes de licenciement qui sont pas mauvaises. Voilà. Donc voilà, ils sont pas en panique et puis voilà, on espère leur retrouver tous très vite de nouveaux postes très très cool. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent à recruter, je transmets la liste. Vous me contactez dans les commentaires, je vous mettrai de quoi me contacter. Donc voilà, ça c'est la partie équipe, et puis le reste, c'est en cours de gestion, comment est-ce que tout ça s'arrête, comment on a dû gérer les clients. Alors les clients, on avait coupé depuis longtemps, tout ce qui était abonnement long terme, 1 an, puis après on a coupé les abonnements 3 mois, on avait coupé les abonnements école. Tant qu'on ne savait plus si on pourrait les livrer ou si ça irait jusqu'au bout, on arrêtait de vendre. Noël, on n'avait pas le droit de l'arrêter parce que de toute façon, on était en cours de recherche d'un repreneur et si on arrêtait l'activité, on sabotait en fait notre outil industriel. Donc le tribunal n'allait pas être content et puis on n'aurait pas retrouvé un repreneur. Donc on était obligé de maintenir l'activité. Et puis il fallait aussi payer les salaires de décembre. Enfin, on n'avait pas le droit en fait d'arrêter, donc on a été obligé d'arrêter, mais de continuer. Mais dès qu'on a pu, on a coupé. Dès que l'administrateur judiciaire nous a dit OK, couper, on a coupé tout ce qu'on a pu. On s'est organisé pour que tous les gens qui étaient abonnés reçoivent encore un courrier pour leurs enfants, pour que les histoires se finissent bien et qu'eux ne voient pas, en tout cas les enfants ne voient pas que Epopia s'est arrêté. Donc on a organisé aussi tout ça. Epopia, c'était un paquet d'années. On est quand même très fiers déjà de ce qu'on a fait, même si ça a l'air comme ça triste. Ça a été quand même des années trépidantes, on a appris énormément, on a appris à tout faire. On a quand même aussi tenu plus de 10 ans, on a quand même fait rêver près de 130 000 enfants qui nous ont accompagnés dans nos aventures. Ça c'est juste génial, surtout quand vous voyez les retours qu'on avait des parents, des enfants, c'était juste magique. Ça c'était vraiment ce qu'on a dû gérer ces dernières semaines. On a jeté plus de 100 ou 150 caisses de courrier entières pleines de lettres d'enfants. C'était mon trésor, je pensais le garder jusqu'à la fin de ma vie. On louait même des stocks pour garder ces courriers, parce que comment vous pouvez jeter ça? Mais il a fallu jeter des centaines de milliers, je peux même vous dire 630 000 courriers, parce qu'on a échangé 630 000 courriers avec les enfants. Donc voilà, c'est quand même un truc assez énorme qu'on a fait, avec des résultats qui étaient absolument géniaux. Des enfants, j'ai des parents qui me disaient qu'on avait sauvé leur enfant. Enfin, ce qu'on a fait, ça avait du sens, ça servait, c'était utile, c'était magique, c'était beau. Donc voilà, on est quand même très fiers de ce qu'on a fait, même si ça doit s'arrêter. Peut-être qu'un jour, quelqu'un relancera quelque chose d'équivalent si ça vous tente. Allez-y, il y a un héritage à prendre, la place est libre. Il y a plein de manières, si vous écoutez ce que je vous ai raconté, il y a plein d'endroits où on aurait pu faire différemment, il y a plein de choses qu'on a essayé qui n'ont pas marché. Le produit était quand même
même cher à faire, compliqué, très innovant, très différent sur le marché, à contresens du marché, hein. On faisait du papier quand tout le monde fait du numérique. Et puis après, on a eu aussi la crise économique, le Covid, les problèmes d'approvisionnement, le partenaire compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui nous ont aussi un peu pas aidé, les problèmes. Enfin, ouais, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses, mais bon, il n'y a pas de regret. On peut quand même dire qu'on a tout essayé jusqu'au dernier moment. On a fait tout ce qu'on a pu. C'était quand même une aventure riche. Je pense qu'on peut se retourner dessus quand même avec fierté, avec beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui nous ont fait confiance, tous les partenaires, tous les membres de l'équipe, tous les investisseurs, tous les clients, même ceux qui sont un peu en colère parce que on n'a pas pu finir le service. Alors d'ailleurs, il reste, alors on a fait en sorte qu'il y en ait le minimum possible, mais il reste des clients. D'ailleurs depuis la clôture, on a reçu des centaines de mails de clients pour nous dire merci, bravo, désolé. Enfin, les gens sont vraiment hyper gentils. On a une petite part qui disent désolé, mais quand même ça va pas, et qui se plaignent, et je comprends, c'est normal. On les renvoie tous vers l'administrateur, le liquidateur judiciaire qui du coup gère ça, sachant que c'est des dettes contractées post-procédure judiciaire, donc ils sont prioritaires normalement dans les remboursements, donc il va voir ce qu'il peut faire. Ça dépend, comme dit, on a encore une facture de plus d'1,5 million d'euros qui est en attente, de procès qu'on va gagner. On a gagné déjà en appel, ça va encore... l'appel a été décalé d'1 mois, donc on n'a pas encore gagné, mais on va gagner en appel, j'ai pas de doute du tout dessus. Et après, on verra. Et en tout cas, cet argent va arriver. Cet argent, il va permettre aussi de rembourser du monde, notamment sûrement des clients et des bouts de créanciers, et de partenaires et tout ça. Donc voilà, on lâche pas tout le monde dans la nature. On essaie de faire les choses le plus propre possible. En tout cas, on est vraiment reconnaissant de toute l'aide, tout le soutien qu'on a pu recevoir. Quelle est la suite aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est compliqué, je suis encore un peu dedans, donc j'ai un peu du mal à me rendre compte. Naturellement, quand on fait l'entrepreneuriat, on ne s'arrête pas si vite. Donc en ce moment, je suis dans une phase un peu de transition. J'ai naturellement déjà un nouveau projet en tête, sur lequel je bosse déjà, donc on en parlera bientôt. Donc voilà, ça c'est pour teaser. Je vous donne le nom de code, The Game. Il y a un jeu, c'est The Game. Vous le verrez bientôt, vous allez tous y jouer, c'est juste le truc le plus énorme du monde, parce qu'on n'arrête pas, une équipe qui gagne, c'est reparti. Côté, parce que ouais, je vais aussi un peu faire de conseils en entreprise, coaching, voilà, les porteurs de projets que je peux aider de la meilleure manière que je peux, j'essaye de le faire un peu là, sur le temps que j'ai. Et puis ça met un peu de beurre dans les épinards, parce que oui, par contre, en tant que dirigeant, on n'a pas le chômage, hein, donc il faut un peu s'organiser différemment. Mais ceci est un autre sujet. En tout cas, voilà à peu près où j'en suis en ce moment. Alors du coup, avec tout ça, j'avoue que les vidéos depuis octobre, il n'y en a pas eu, mais promis, là, j'ai pas le choix. De toute façon, maintenant, j'ai un peu de temps. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais de toute façon, je ne pouvais pas recommencer à faire des vidéos sur comment on va mettre des OKR dans une entreprise ou comment on gère des... Alors, je vous ai même pas encore expliqué où j'en étais dans ma vie et exactement tout cet énorme truc. Donc voilà, je vous livre d'abord cet énorme truc d'un coup. C'est un peu long, désolé. J'ai dit au début que ce serait pas long, que je ferais rapide. En vrai, là, j'étais assez rapide. Hein. Je peux vous l'expliquer par le menu et par le détail. Peut-être qu'un jour, ce sera un livre. Peut-être qu'un jour, ce sera une série Netflix. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est ce que j'ai pu faire à peu près de plus court et de plus efficace, avec un peu de connaissances quand même dedans. Découvrir un peu les différents défis qu'on a depuis le début, depuis la croissance, depuis les galères, depuis les changements stratégiques, les levées de fonds, les prises de pouvoir et les putschs dans les entreprises, les problèmes juridiques qui peuvent venir. Enfin voilà, ça vous fait un espèce de petit tour vie, survie et déliquescence d'une start-up plutôt cool. En tout cas, moi, je la trouvais plutôt cool. Et voilà, ça c'était pour Epopia, et je pensais que c'était important en tout cas de vous partager ça, que vous sachiez exactement où j'en étais. Et voilà, je vais me remettre à faire des vidéos un peu plus éducatives, avec du contenu, parce que du coup j'ai appris aussi beaucoup de choses ces dernières années que j'ai pas encore pu partager, parce que j'ai pas trop eu l'occasion. Et puis en plus, comme je vais faire un peu d'accompagnement d'entreprise, on voit plein de choses dans les entreprises, et du coup ça amène plein de problématiques, et du coup, et puis notamment avec le nouveau projet aussi, en montant un nouveau projet, je repasse par les phases de débutant.
dans le cas du début de projet. Et donc je me rappelle ce que j'ai vécu il y a 10 ans et que je commençais un peu à oublier. Donc c'est bien parce que ça me remet plein de trucs. Donc je vais vous remettre aussi à jour plein de choses comme les financements en début d'entreprise ou ce genre de choses, les bonnes questions à se poser pour faire son business plan, ces machins, voilà. Tout plein de choses que je suis en train de refaire en ce moment et que du coup, je vais pouvoir repartager ça de manière un peu fraîche, version 2024 et même plus. Voilà, donc ça, c'est ce qui va arriver les prochains mois. En tout cas, merci de me suivre, ça me fait toujours plaisir. L'entrepreneuriat, c'est une drogue, je n'ai pas encore terminé, vous allez encore entendre parler de moi. Et puis j'ai encore plein de choses à vous partager, donc c'est cool. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et j'essaye d'y répondre au plus vite, déjà dans les commentaires et parfois même en vidéo. Et puis naturellement, pour me soutenir, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et vous loupez pas les prochaines vidéos. Et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!